Bonjour à tous, merci de votre participation à cette table ronde intitulée « Travailler demain ». Notre façon d'appréhender le travail a été bousculée par les confinements liés à la pandémie de Covid, bien sûr, mais plus structurellement, nos aspirations, en particulier celles des jeunes générations, évoluent. Quête de sens, demande de rééquilibrage entre vie professionnelle et vie privée, recherche d'une plus grande liberté dans la relation avec l'employeur. Autant de questions passionnantes qui appellent des réponses de la part des entreprises, aidées par les réflexions d'économistes ou encore de la société civile. Nous en parlons donc cet après-midi lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec nos invités, Thierry Derez, PDG de l'assureur mutualiste Covea, Alexandre Fréty, à vos côtés, directeur général de Malte, une plateforme qui met en relation des indépendants, des freelances avec des employeurs. Nous sommes également à distance avec Sergueï Gouriev, économiste de renommée mondiale, tout récemment nommé directeur de la formation et de la recherche de Sciences Po. Un représentant des corps intermédiaires, François Omril, président de la CFE-CGC, le syndicat des cadres. Et puis également Laurent Blanchard, directeur général du groupe Cégide, spécialiste des logiciels de gestion. Mais avant de vous entendre et d'échanger, je donne la parole à Maya Bacage-Beauvalet, docteur en sciences économiques, professeure à Télécom Paris et membre du collège de l'ARCEP, le gendarme des télécoms. Vous allez, Maya, poser les termes du débat. Oui, merci. Travailler demain, c'est un défi comme table ronde, parce que pour anticiper le travail de demain, encore faut-il avoir un peu de perspective sur l'avenir qui nous attend. Et on sort de 2 années où tout projet nous était interdit, quasiment. Donc on va essayer de faire ce débat avec vous aujourd'hui. Il me revient la tâche un peu difficile de poser les questions que se posent les économistes quand ils parlent de travailler demain. Donc si on veut résumer les choses, en fait il y a 5 grandes questions qui nous ont occupés depuis une dizaine d'années. Je ne vais évidemment pas les développer toutes les 5 aujourd'hui dans le temps court qui m'est imparti, mais je vous renvoie à la note de cadrage qui vous a été présentée tout à l'heure en amphiplénier. Et je vais simplement peut-être développer quelques points essentiels qui ouvriront le débat qui va avoir lieu. Je vais commencer par une phrase de Camus qui, je crois, est d'une actualité folle aujourd'hui, qui disait « Sans travail, la vie se meurt, mais sous un travail sans âme, la vie étouffe. » Et je crois que c'est ça le sujet du jour. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un besoin d'avoir un travail, un emploi, avec tout ce que ça apporte, mais il y a une réelle demande plus actuelle d'un travail avec du sens, avec de la motivation, avec un intérêt social et une insertion sociale. Donc c'est un peu ces débats-là qu'on va avoir ensemble. Alors il y a un premier enjeu que les économistes ont longtemps analysé sur le travail demain, c'est est-ce que demain c'est un avenir sans travail ? Aujourd'hui, ce débat sur la substitution entre capital et travail, donc pour le faire simple, aujourd'hui, le remplacement des hommes par le numérique ou par les robots ou par l'intelligence artificielle, ce débat aujourd'hui est assez mûr en fait, et on sait que la substitution n'est pas terme à terme, que ce n'est probablement pas la fin du travail, mais certainement une modification des contenus, des tâches de chacun des emplois. Donc c'est chacun de nos emplois qui vont se modifier et non pas une simple suppression, une simple substitution des hommes par les robots. Et je vais simplement faire référence à 2 travaux de recherche extrêmement connus et importants. Un premier ensemble de recherche par Acemoglu, qui est un des grands chercheurs économiques aujourd'hui sur ces questions, qui montre qu'il y a effectivement un effet un peu négatif de la robotisation sur le niveau général des emplois, mais que cet effet reste tout à fait marginal. Il y a une autre série de travaux passionnants de Philippe Aghion et de ses auteurs, Philippe étant parmi nous aujourd'hui, qui montrent, même à l'inverse, un effet positif de la robotisation et de la numérisation. Pourquoi ? Cet effet positif passe par en fait des gains accrus de compétitivité des entreprises qui font leur transformation numérique et donc en fait au final un effet positif sur l'emploi dans ces entreprises-là. Donc voilà le premier sujet général de la substitution capital-travail, si on veut le redire comme ça en termes économiques classiques, ou de la substitution numérique-emploi aujourd'hui. Deuxième débat, là aussi un peu mûr entre les chercheurs, c'est celui qu'on appelle la polarisation du marché du travail. Ou autrement dit, quel est l'impact du numérique sur les inégalités au sein du monde du travail, entre les travailleurs. Et on sait depuis très longtemps, depuis Schumpeter, mais depuis d'autres auteurs, que le progrès technique souvent est biaisé.
il est biaisé en faveur des gens qui ont la compétence, qui ont la formation, la qualification pour s'approprier ce progrès technique. Donc on a envie de dire, là, comme avant, le numérique va être profitable pour ceux qui ont les compétences pour le comprendre. Ce qui est nouveau dans le numérique et qu'on n'avait pas anticipé, qui est vraiment une révolution, c'est la polarisation. C'est qu'en fait, le numérique va également servir, entre guillemets, aux moins qualifiés d'entre nous et aboutir à une polarisation du marché du travail, c'est-à-dire d'un côté des gens extrêmement qualifiés, très bien payés, mais à l'inverse, de l'autre côté, des gens pas qualifiés du tout, pas bien payés du tout, mais qui ont un emploi, et qu'en fait, les perdants de cette polarisation, c'est la classe moyenne. Or, cette classe moyenne, ça dépasse le genre de l'économiste, mais cette classe moyenne, c'est un peu le ciment de notre social-démocratie, et donc ça peut permettre d'expliquer pas mal des enjeux politiques qu'on observe, de cette polarisation à la fois économique, mais donc politique également. Je vais conclure sur ces 2 points traditionnels pour annoncer les 3 points plus récents qui vont occuper notre table ronde. Le premier point, c'est le développement du travail sur les plateformes numériques, et ça, je crois qu'on aura un débat important. Est-ce que ce travail via les plateformes est déqualifié, un travail en miettes, ou à l'inverse, un travail autonomisant et libérateur? 4e débat pour le travail demain, c'est bien entendu le télétravail. On en a tous fait l'expérience, et là également, les choses ont changé radicalement avec le Covid, à la fois sur les conséquences du télétravail, mais aussi sur les gens qui en bénéficient. On sait qu'il y a une extrême inégalité, en fait, au sein des salariés entre ceux qui bénéficient de ce télétravail ou, à l'inverse, ceux qui vont en pâtir en termes de désinsertion. Et dernier point, et je finirai là-dessus, le point le plus inquiétant, en réalité, de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui s'annonce demain, c'est ce qu'on a appelé The Great Resignation, ou la grande démission, c'est-à-dire ces gens, cadres, qualifiés, autour de la trentaine-quarantaine, qui aujourd'hui se retirent du marché du travail en quête de sens, de motivation, ou en quête simplement d'un changement de vie. Alors, est-ce que le Covid suffit à expliquer ça? Probablement pas. Le mouvement était préexistant au Covid, mais certainement que le Covid et l'arrêt, le bilan qu'on a pu en faire, a occasionné tout ça. Donc j'ai été très rapide, mais je donne la parole tout de suite à nos 4 intervenants qui vont avoir un éclairage beaucoup plus pratique et opérationnel des quelques éléments que je vous ai donnés. Merci beaucoup Maya Bakache-Beauvalet pour ces pistes de réflexion. Effectivement, le débat est lancé. On commence avec vous, Thierry Derez. Alors comment vous observez ces évolutions aujourd'hui? Que dire finalement de la valeur travail? Alors, d'abord bonjour. Merci d'affronter la rigueur des éléments pour assister à ce débat. Peut-être rappeler 2-3 notions. On n'a pas envie de travailler. La recherche que nous menons depuis plusieurs millénaires, c'est travailler le moins possible. On a une coupure. On avait, je renvoie aux travaux de Marshall Salins, on avait d'abord ces peuples qu'on appelait chasseurs-cueilleurs. L'ordre importe peu, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais quand on reconstitue le temps consacré au travail par ces peuples, on est sur 2 ou 3 heures par jour. Ça fait rêver. Ça a des contraintes. Il faut accepter de se déplacer, il faut accepter une sujétion aux saisons, au mouvement des animaux, etc., etc. Et puis, l'immense majorité de l'humanité s'est sédentarisée. Et à partir de là, on a toujours cherché comment ne pas travailler. La première découverte permettant de ne pas travailler, c'est l'esclavage. On se souvient des sociétés très anciennes, à Grèce, Rome, où finalement, ceux qui nous ont laissé leur témoignage étaient ceux qui ne travaillaient pas. Ceux qui travaillaient vraiment, on ne pouvait pas les entendre, on ne peut même pas les lire, puisque leur faculté d'expression était réduite à néant, et seuls ceux qui avaient la chance de ne pas travailler pouvaient laisser quelques traces qu'aujourd'hui nous pouvons utiliser. Donc c'est une longue démarche consistant à ne pas vouloir travailler, et vous voyez où je veux en venir, c'est que peut-être les questions que nous rencontrons aujourd'hui
du fait des crises que vous avez rappelées, c'est des questions qui sont assez anciennes, assez traditionnelles, pour lesquelles nous devons simplement imaginer de nouvelles réponses. Par exemple, est-ce que les robots, l'intelligence artificielle sont nos nouveaux esclaves? Est-ce qu'ils vont pouvoir se substituer à une partie importante de la force de production pour dispenser un nombre de plus en plus grand de travailler? C'est une sorte d'idéal, mais après tout, pourquoi pas? Donc, ce que l'on voit aujourd'hui, à travers l'aspiration à un temps différent, l'équilibre qui est relativement récent entre vie personnelle et vie professionnelle, l'apparition, il y a quelques siècles seulement, de la valeur travail, tout ça est remis en cause aujourd'hui. Et c'est remis en cause à partir de questionnements qui sont des questionnements souvent très angoissés. C'est des questionnements qui sont angoissés parce que nous vivons dans une période de l'histoire de l'humanité où beaucoup de périls nous sont proposés. On a eu le péril nucléaire, nous pouvons nous détruire nous-mêmes. On a le péril climatique et on a les périls traditionnels, par exemple la guerre, la famine, les problèmes d'approvisionnement, la soif, la faim, etc. On a tous vu que, malheureusement, la faim dans le monde reprenait une progression alors que depuis à peu près une quarantaine, une cinquantaine d'années, le nombre de personnes en sous-alimentation avait diminué. Donc c'est sur le fond de toutes ces questions-là qu'on nous interroge sur comment travailler, pourquoi travailler, et est-ce que nous aurons de nouvelles pistes, de nouveaux chemins pour poursuivre. Après tout, Aristote le disait, le but d'une société, c'est le bonheur. Ce que nous devons rechercher, c'est le bonheur. Aristote avait sans doute raison. Et comment faire pour atteindre ce bonheur? Comment faire pour négocier au mieux nos capacités? Et bien voilà, je pensais que vous alliez continuer. Merci. C'est un bon premier tour d'horizon. Je me suis fait surprendre. On enchaîne avec vous, Alexandre Fréty du groupe Malte, autre acteur du monde de l'entreprise avec un modèle tout à fait différent. On va vous demander un petit peu comment on développe cette culture d'entreprise. C'est un peu un questionnement du moment là, avec le développement du télétravail, avec des freelances de plus en plus nombreux. Vous me disiez, quand on préparait cette table ronde, que vous constatiez une demande croissante de la part de vos clients, notamment sur les fonctions support, donc ils cherchent des collaborateurs extérieurs. Donc comment on recrée ce lien dans ce contexte? Oui, moi je ne remonterai pas à la chasse et la pêche, mais si on veut faire un tout petit peu d'histoire et qu'on revient au début du XXe siècle, juste avant la révolution industrielle, le travailleur, on l'appelait le journalier, et c'était quelqu'un qui exécutait des tâches en contrepartie d'une rémunération, et cette rémunération, elle était à la journée, donc c'était l'ancêtre du freelance. Et ce qui est drôle pour la petite histoire et le sujet de l'esclavage, c'est que finalement le salariat a été poussé non pas par les futurs salariés, mais par le patronat qui voulait fidéliser ses ressources, et les futurs salariés avaient peur de transgresser vers l'esclavagisme. Donc quand on regarde l'histoire du monde du travail, non pas aussi lointaine, mais un peu plus fraîche, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on vit dans une société du tout salariat. Le freelancing est en plein développement, mais ça reste aujourd'hui, il y a 88% des travailleurs français qui sont salariés. Donc on voit que le salariat a encore le vent en poupe. Et effectivement, depuis 2, 3, 5 ans, il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause. Nous, ce qu'on a vécu en étant en contact des freelances et de nos salariés quand même, parce qu'on a 500 salariés chez Malte, on n'est pas une société full freelance, on n'y croit pas, on voit qu'il y a effectivement cette quête de sens, cette quête parfois de moins travailler, beaucoup de demandes pour faire la semaine des 4 jours dans notre entreprise, mais pour autant, si on le regarde avec un peu de distance, on se rend compte qu'on est rentré un peu dans une mode du salarié consommateur, j'aime bien dire. Mais le salariat, c'est des droits et c'est des devoirs. Et là où nous, ça nous intéresse en tant qu'acteurs du freelancing, c'est qu'effectivement, ce salariat qui arrive un peu à bout de souffle, il pousse beaucoup de gens à aller plus loin qu'un stade de l'autonomie qu'ils estiment être partiel. Effectivement, j'ai le droit un peu de télétravail, j'ai le droit de prendre mes vacances quand je veux, j'ai un certain nombre de choses qui me sont octroyées à titre individuel qui ne me l'étaient pas par le passé. Mais pour autant, pour certains, ce n'est pas suffisant et ils décident de basculer dans l'indépendance, qui est finalement le stade ultime de l'autonomie. Donc comment est-ce qu'on recrée une culture d'entreprise dans tout ça?
Nous, on reste convaincus qu'il faut des salariés, il en faut beaucoup, parce que c'est grâce aux salariés qu'on a une connaissance profonde de l'entreprise, qu'on s'engage dans la durée et qu'on incarne cette culture. Et donc c'est clé, et ces débats sur le télétravail, on en parlait tout à l'heure, semblent fondamentaux, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des modèles d'entreprise qui se développent 100%, vous pouvez travailler où vous voulez à travers le monde, des modèles d'entreprise qui sont un peu plus rétrogrades, parce que c'est mal vu de dire, vous avez tous vu le tweet d'Elon Musk, qui assez malignement voulait réduire son personnel et qui a demandé à tout le monde de revenir dans les usines. On sait que le monde d'aujourd'hui il est hybride, et donc les sociétés qui réussissent, c'est les sociétés qui arriveront le mieux à manager à la fois le desiderata individuel, mais aussi l'intérêt du collectif. Et j'aime souvent dire que sur le télétravail en tant que tel, souvent c'est une amélioration de la performance individuelle, mais c'est pas toujours une amélioration de la productivité individuelle, mais c'est pas toujours une amélioration de la performance collective. Donc effectivement, c'est pour ça que l'hybride, je pense, a de beaux jours devant soi. Et si on parle des freelances plus spécifiquement, les freelances finalement, ils travaillent comme les entreprises de demain. Nous, nos freelances, avant le Covid, ils avaient déjà ces débats-là qu'on a aujourd'hui entre nous tous. On découvre depuis 2 ans que les salariés veulent fonctionner différemment. Les freelances, il y a 5 ans, ils étaient déjà extrêmement en remote, en modèle hybride. Ils sont prêts pour autant. Il y en a beaucoup qui adorent passer du temps en présentiel chez leurs clients. Donc finalement, ce modèle, il est extrêmement intéressant. Et quand on est chef d'entreprise, parfois, quand effectivement j'ai des salariés qui souhaitent aller trop loin dans l'autonomie, je leur dis, mais mettez-vous à ma place. Quel est l'intérêt, le ROI, d'avoir quelqu'un que je ne vois jamais, qui finalement a un lien assez distendu avec l'entreprise, qui a envie d'avoir beaucoup d'avantages à titre perso, mais plus tellement de devoirs, par rapport à prendre un freelance qui, en plus, la plupart du temps, va être plus engagé vis-à-vis de l'entreprise, des vrais missionnaires. La question se pose. Et cette question-là, elle n'est pas évidente pour le salarié, ou le freelance, ou pour le chef d'entreprise. Merci pour cette première intervention. On est en ligne, vous me le confirmez, avec Sergueï Gouriev, que j'ai présenté tout à l'heure, économiste, directeur de recherche à Sciences Po. Oui. Alors vous êtes, je crois, en audio. Monsieur Gouriev, vous m'entendez bien? Je vais vous demander... Yes, I can hear you. Thank you. Merci. Oui, je vous entends. Fausse du travail, et peut-être vous allez nous dire s'il y a selon vous un avant et un après Covid, et si oui, dans quel sens? Yes, thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Mes collègues ont déjà mis en place le débat de ce qui s'est passé avant, et je suis d'accord avec Maya qu'un facteur clé qui est derrière la polarisation pour l'emploi. Avant le Covid, il y avait des grands défis dans la société. On parlait du besoin de pouvoir fournir nos consommateurs, mais il y a d'autres questions. Le Covid nous a beaucoup appris. Le Covid est devenu une expérience naturelle importante auquel on n'était pas prêt. Ce qui a changé et ce qui restera pareil après la Covid, ce qui est clair, c'est que la polarisation du marché du travail ne va pas disparaître. Il y a des facteurs que j'ai déjà cités, que Maya a également cités, qui vont perdurer et qui vont encourager cette polarisation du marché du travail. Et il est intéressant que pendant le Covid, des diplômés ont bien réussi, tant que ceux avec un plus faible niveau d'éducation ont souffert de participer dans l'économie. Et beaucoup de personnes diraient que le virus ne comprend pas si une personne est riche ou pauvre. Le virus aurait dû égaliser la situation, mais ce n'est pas ce que l'on a observé. Les personnes riches, les personnes plus éduquées pouvaient travailler de chez eux, pouvaient mieux se protéger avec des plus grandes maisons, des meilleures connexions Internet. Et dans ce sens, la Covid nous a continué à polariser le marché du travail. Une autre expérience
il y a une crise il y a 10 ans en Europe et pendant cette crise, beaucoup de pays étaient très généreux et on a parlé d'un revenu basique universel. On payait des personnes pour rester chez eux car ils voulaient retarder la propagation du virus et donc on payait les gens pour rester chez eux. Pardon, je vous interromps. Je ne suis pas sûre que la connexion soit extrêmement fluide et facile pour notre auditoire. J'en suis vraiment désolée. Voyons si d'ici là, on arrive un petit peu à résoudre la technique, parce que là, c'est un petit peu compliqué de vous suivre, je crois. Et je vois que les gens acquiescent plutôt dans la salle. Donc, voyons si on peut vous reprendre dans un deuxième temps. Toutes nos excuses pour voilà, cette interruption, mais je crois que pour la compréhension, ce sera préférable et on essaie de vous retrouver. Oui, c'est ça, avec la traduction. Merci aux traducteurs. Mais tout le monde n'avait pas le casque sur les oreilles. Monsieur Omril, président de la CFE-CGC, donc syndicat des cadres, la parole est à vous. Est-ce que vous avez envie déjà de réagir sur ce que vous avez entendu, effectivement, sur ce que vous observez comme changement dans l'entreprise, l'ère du salarié consommateur, vous le disiez, est-ce que ça vous parle, ou est-ce que vous diriez justement que c'est une évolution logique et pas forcément contestable? Non, mais alors, merci beaucoup, merci de votre invitation. Moi, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que c'est une évidence qu'aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de rapport de force a changé. Et je vais l'illustrer d'un exemple bien connu. Aujourd'hui, dans un entretien d'embauche, tous les gens qui font de recrutement le disent, il y a 10 ans, c'est moi qui faisais passer l'entretien à la personne que j'étais censé embaucher. Aujourd'hui, c'est moi qui passe l'entretien. Donc ça, c'est quelque chose qui signe quand même un changement, un basculement qui, je crois, est un mouvement qui ne va pas s'arrêter dans les mois ni dans les années qui viennent. Et pour le coup, peut-être pour décoder tout ça, je voudrais mettre en perspective quelque chose qu'on a vite oublié, parce que d'abord, c'est assez ancien, mais c'est dire quelque chose du salariat et de l'attachement à l'entreprise. Parce que pour moi, ce qui est central dans la question du travail, c'est aussi l'attachement qu'a tel ou tel individu, quel que soit son niveau de compétence, à l'entreprise. Et revenir peut-être sur cette période des 30 Glorieuses. Et ce qu'on a appelé le paternalisme, finalement, c'était quoi? C'était pour des très grandes entreprises qui étaient dans une volonté de croître, de grossir, de développer les technologies, d'être inventifs, et bien de capter le personnel le plus motivé pour se développer eux-mêmes en même temps que l'entreprise. Et c'est pour ça que dans ces grandes boîtes, dans les années 50, 60, 70, qu'est-ce qu'on fait? On développe dans les négociations de branche la prime d'ancienneté, par exemple. C'est très intéressant. Pourquoi une prime d'ancienneté, finalement? Pour que les gens ils aient envie de rester dans la boîte. Pour que, comme ça, au bout de 2 ans, de 3 ans, ils n'aient pas envie d'aller se vendre dans une autre entreprise en disant voilà ce que j'ai appris dans telle entreprise, maintenant je suis un peu meilleur, je vais travailler pour vous pour un peu plus cher. C'est ça l'esprit de la prime d'ancienneté. Il y avait aussi la facilité du logement, c'est quelque chose qui interroge notre époque, par exemple, où dans certaines entreprises que moi-même j'ai connues, eh bien, la quasi-totalité du personnel était logé. C'était un avantage qui était lié au contrat. C'était une façon aussi de capter les gens, de les attirer et puis aussi de les maintenir dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que ce qui est sous-tendu là-dedans, c'est qu'un individu, une personne qui arrive, qui rentre dans l'entreprise, finalement, elle a envie de progresser. Tout le monde n'a pas forcément envie de progresser. Mais c'est quand même une pulsion assez naturelle que d'avoir envie de faire sa carrière, de progresser quand on a des diplômes ou quand on n'en a pas, eh bien, d'être dans l'évolution de carrière, de changer de catégorie, pourquoi pas de devenir cadre, etc. Tout ça, c'est un projet de carrière, c'est un projet d'investissement individuel. Et moi, je pense que c'est justement dans l'agglomération de ces projets individuels, de ces volontés d'avancer, qu'on crée le progrès, qu'on fait progresser l'entreprise. C'est ça la logique. Il n'y a pas de logique en dehors de cela. Et si on n'agglomère pas cette volonté individuelle dans justement une entreprise dans laquelle il y a un retour vis-à-vis du collectif, d'une certaine façon, on défragmente l'entreprise. Et il me semble qu'on a aujourd'hui une résultante de deux choses. D'abord, d'une époque dans laquelle, qui dure depuis la fin des années 80, début des années 90, où on a dans le discours un peu défragmenté les entreprises, un discours qui viendrait à dire, finalement,
L'entreprise, qui compte, c'est la façon dont elle optimise son résultat en comprimant sur les coûts. Et on n'a pas tellement valorisé les individus en tant qu'ils apportaient à l'entreprise leur expérience. Et l'expérience, c'est du temps long, c'est des contacts, c'est des relations informelles entre les gens, c'est les fameux contacts sociaux qu'on a voulu pendant les interactions sociales qu'on a voulu, et c'était nécessaire pendant 2 ans, mettre à distance. C'est tout cela qui fait la valeur d'une entreprise finalement. Et dans le discours depuis plus de 20 ans, tout ça a été extrêmement minimisé. Et mine de rien, sur le temps long, ça imprime aussi les consciences, ça imprime les têtes. La génération qui vient au travail aujourd'hui, c'est une génération ce sont les enfants d'une génération qui a entre 50 et 60 ans et qui ont vécu toute l'époque depuis début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, les restructurations, etc., les plans sociaux, l'optimisation financière, la financiarisation et toutes ses conséquences. Et ils entendent parler de ça à la radio, chez eux, les parents, etc. On en discute et aujourd'hui, ils arrivent sur le marché du travail, ils se disent finalement, mais quel intérêt j'aurais à m'investir dans cette entreprise qui finalement probablement ne va pas me rendre grand-chose en termes de stratégie, de visibilité pour ma carrière. Et quelque part, moi, je leur donne un petit peu raison. Mais d'un autre côté, tout ça n'est pas sans risque. Parce que, quelque part, il y a un peu une relation de donnant-donnant. Ce que l'entreprise peut donner à quelqu'un correspond à ce qu'elle est prête à donner. Et on ne peut pas, comme ça, tout prendre pour soi, travailler pour soi. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. On ne peut pas toute sa vie faire de la bibliographie. Voilà, moi je me rappelle quand j'avais 20 ans, les gens qui faisaient de la biblio, qui adoraient ça, c'était pas forcément les gens les plus intéressants. Par contre, ils faisaient un travail utile. Et moi je pense que tout est utile et que l'expérience c'est quelque chose d'absolument indispensable pour justement faire progresser le collectif, apporter sa propre progression, j'allais dire à la dotation collective. Mais l'expérience, c'est pas dans les livres qu'on l'acquiert. L'expérience, c'est le contact informel, c'est la relation des uns avec les autres, c'est pour tout dire la pause café, etc. C'est le petit conseil qu'on va trouver auprès d'un ancien qu'on n'a pas forcément sollicité par avance. Merci. Alors, je crois qu'effectivement, Laurent Blanchard, vous allez rebondir sur ce qui vient d'être dit, puisque vous avez envie d'insister sur la quête de sens dans l'entreprise. Et justement, il faut redonner peut-être au sein des entreprises un sens pour le salarié. Oui, moi je pense que la question fondamentale, c'est le désengagement des collaborateurs, des salariés, qu'ils soient dans un schéma classique ou un schéma nouveau. Et cette question-là, elle est encore plus prégnante, on le voit dans les nouvelles générations, les jeunes générations. Un dernier baromètre des DRH a montré que la quête de sens, le pourquoi je travaille dans une entreprise est passé en 5 ans de la 17e place à la 3e place, après les conditions salariales et les conditions de travail. Et une autre enquête a montré que 46% des jeunes embauchés pensaient à quitter l'entreprise dans leur première année. Donc la quête de sens, elle est fondamentale. Et cette quête de sens, dans l'entreprise, on est, nous, managers, des fois un peu comme des poules devant un couteau. Qu'est-ce que l'on fait? Alors, bien sûr, il y a énormément de travail qui a été fait sur la responsabilité sociétale des entreprises. Certaines ont embrassé le sujet, ont fait des choses extraordinaires, d'autres l'ont fait du bout des lèvres. Mais ça a toujours été un processus a posteriori. Qu'est-ce que je vais faire? Vais-je véritablement intégrer cela dans mon business model? La réponse est non. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui opérer une transformation mais profonde. D'ailleurs, on part de la RSE à l'ESG, faire en sorte que la dimension sociétale, environnementale, soit partie prenante dans la raison d'être d'une entreprise. Et c'est compliqué parce qu'on va devoir mesurer. À la fin des fins, il faut quand même être performant en tant qu'entreprise. Et donc, comment on change cela? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'émergence de nouvelles positions. Peut-être avez-vous entendu parler des Chief Impact Officers. Ce sont des gens qui interviennent au niveau de la direction générale et qui viennent accompagner le changement dans le fond, à l'intérieur de cela. Donc cette quête de sens, elle est clé. La difficulté après, c'est pour les managers de savoir quoi faire. Et assez souvent, alors je ne vais pas reprendre tous les modèles managériaux que l'on connaît tous, mais on est devenu manager parce que c'était la seule évolution possible dans l'entreprise. C'était assez peu un choix volontaire, c'était up or go. Je pense qu'aujourd'hui, pour être capable d'intégrer cette notion de question du sens, il faut se reposer cette question. Est-ce que je veux être manager?
Et si je veux vraiment être manager, est-ce que je suis prêt à faire ce que je considère être fondamental? C'est un travail sur soi. Rien de pire, on l'a tous vécu, d'avoir un manager qui vous applique tous ces vieux démons, tous ces trucs qu'il n'a jamais, il ou elle, traités, et qui vient mettre une emphase énorme sur vous alors que vous n'avez rien demandé. Et l'une des raisons principales des jeunes ou des collaborateurs, parce que quand je dis jeunes, d'ailleurs, les enquêtes montraient que c'était chez les jeunes, mais c'est également vrai pour les quadras et les quinquas. La première raison pour laquelle les collaborateurs partent, c'est la relation avec leur manager. Et donc j'en viens en fait à ce qui est pour moi fondamental, c'est le choix. Être manager, c'est un choix, et c'est travailler sur soi, et c'est être capable d'identifier ce dont on a besoin pour aller percevoir les signaux faibles dans l'organisation. On l'a vu en télétravail, quand pendant 2 ans, on a vécu en Teams de 8h du matin à 20h le soir. C'est comment êtes-vous capable d'aller sentir que chez un de vos collaborateurs, des choses fonctionnent plus ou moins bien. Et c'est ce que j'appelle l'écologie du management, c'est d'être capable de développer de l'hygiène personnelle en tant que manager pour être à l'écoute. Et plus être seulement dans ce que je préfère un parallèle, dans les énergies fossiles du management, où on est dans l'action, dans la décision, on va vite. Oui, il faut aller vite, oui, de temps en temps, il faut prendre des décisions, mais des fois, il faut savoir prendre du recul et être dans la vraie écoute. Et alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, Laurent Blanchard, je lisais une étude là, pour Empreinte Humaine, ce cabinet qui travaille pas mal sur la santé mentale au cours de diverses enquêtes. 43% des managers présentent des symptômes de dépression et d'épuisement, c'est 10 points de plus en 3 mois seulement, et 1/3 des cadres regrettent d'avoir été promus. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous constatez aussi dans vos organisations respectives, une forme de désengagement par rapport au management? Thierry Derez, peut-être. Alors, je rejoins ce qui a été dit sur la difficulté avec le télétravail à transmettre ce que nous on appellera la culture d'entreprise. C'est impossible. Penser que l'on peut transmettre la culture d'une entreprise, or c'est une des forces de l'entreprise d'avoir sa culture. La diversité, on l'encense dans beaucoup de matières, dans beaucoup de domaines, à juste titre à mon sens. On doit aussi l'accepter, l'encourager dans les entreprises. Et il faut admettre, ça a été largement corroboré pendant la crise Covid, qu'il est proprement impossible de transmettre cette culture uniquement par des moyens modernes de communication. Donc on va vers un appauvrissement qui ne fait qu'accroître le sentiment d'inutilité, de désarroi que peuvent rencontrer certains candidats à l'embauche. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir une sorte d'inversion des positions entre je propose du travail, le candidat doit me séduire, qui est aujourd'hui effectivement en partie seulement inversé, c'est rendu impossible par le télétravail. L'entreprise ne peut pas fonctionner uniquement en télétravail. François Omril, vous avez envie de réagir? Oui, il y a un moyen très simple de le démontrer. Vous savez, c'est l'histoire du livre de cuisine et des chefs cuistots 3 étoiles. Voilà, une fois que si vous prenez cet exemple-là, vous comprenez toute la problématique du télétravail. Quand on vous offre un livre de cuisine à Noël, dans lequel il y a des gâteaux absolument magnifiques sur les pages, vous pouvez essayer de le faire chez vous, vous allez avoir du mal à le faire. Eh bien, dans tous les travaux, c'est comme ça. Dans tous les métiers, c'est comme ça. Tous les métiers, il y a une manière excellente de faire les choses. Et tout ça, ça s'apprend à travers l'apprentissage, justement. L'apprentissage, c'est pas qu'un statut scolaire, c'est ce que tout le monde fait après qu'il a eu son diplôme ou pas, au moment où il commence à travailler. Et donc, imaginez qu'aujourd'hui, dans tous les restaurants de France, il n'y ait que des cuistots et des pâtissiers qui ont appris à faire des gâteaux, à faire la cuisine, uniquement en regardant des tutos sur YouTube. Ben, vous n'auriez pas la même qualité de produit. Eh bien, dans toutes les boîtes, c'est comme ça. Voilà. Et ça, c'est une problématique, à mon avis, on n'est pas prêt d'en avoir exactement fait le tour. Mais est-ce que c'est irrémédiable? Parce que vous avez l'air de dire, Thierry Derez, que c'est presque, voilà, on est passé dans cette ère et maintenant on ne pourra pas revenir en arrière. Non, je ne pense pas avoir dit que c'était irrémédiable. Je pense simplement qu'il faut trouver un équilibre et que, à partir des aspirations des jeunes générations, puisque c'est elles dont il est question, on devra construire ce nouvel équilibre. Mais je rejoins l'exemple du livre de cuisine.
on ne peut pas imaginer transmettre une culture. Or, c'est le propre de l'humanité. Nous sommes des primates. On a tendance parfois à l'oublier. Et on apprend par imitation. C'est comme ça qu'on apprend. On n'apprend pas vraiment autrement. Donc, si on est privé de cette capacité, de cette faculté d'imitation, on ne va pas apprendre grand-chose. Et donc, on va tout doucement éroder notre niveau. Alors, on ne le verra pas vite. Mais progressivement, on verra notre niveau s'amoindrir. Et je pense que ce n'est pas un bon pari pour l'avenir au regard des défis qui nous attendent. Donc, oui. Je voudrais rebondir sur votre question qui était la difficulté pour les managers. Je vais répéter, être manager aujourd'hui, c'est un défi immense. Lorsque vous avez des jeunes générations qui explicitent le refus d'une incohérence entre la vie professionnelle et la vie personnelle, chose que, je vais parler pour moi, j'ai avalé pendant des années parce que j'ai grandi dans un environnement managérial tel que celui-ci, c'est presque impossible à résoudre. Et donc, il est très important d'accompagner nos managers, d'abord leur donner la possibilité d'arrêter s'ils veulent arrêter, et ensuite de les accompagner sur la gestion de ce type de relation. Parce qu'il n'y a pas pire que de ne pas comprendre ce qui se passe, de ne pas accepter. C'est pour ça que le fait d'être capable d'identifier quels sont les ressorts qui font que je comprends ou je ne comprends pas, me faire aider. On entend assez peu le fait qu'un manager puisse demander de l'aide. Ah bah oui, on a besoin d'aide. Et donc, quel est l'environnement dans lequel je peux demander de l'aide lorsque j'ai un vrai problème d'engagement avec mes collaborateurs? Et je pense que c'est ça le sujet. Le sujet, il est autour de cela. Alexandre Fréty, vous voulez réagir également sur cette question? Oui, on peut paraître un peu une table ronde un peu conservatrice au vu de l'alignement que l'on a sur le sujet. Mais la question initiale était sur le rôle du manager. Je crois que la chose fondamentale par rapport au désengagement, c'est de bien les choisir et de bien les former. Et moi, le constat que je fais, c'est qu'il y a une notion qui est de plus en plus difficile à véhiculer dans une organisation, c'est celle du courage managérial. Et aujourd'hui, le manager, pourquoi est-ce qu'il est désengagé? C'est parce qu'aussi, il est entre le marteau et l'enclume, entre effectivement une direction qui va attendre des résultats, des performances, éventuellement effectivement des satisfactions des salariés, et de l'autre, des collaborateurs, ou s'il y en a un qui s'en va, on va le dire, et comme on l'a dit tout à l'heure, on rejoint une entreprise, on quitte un boss. Donc le middle manager, aujourd'hui, c'est le parent pauvre de l'organisation. Et donc, c'est une notion de courage managérial fondamentale. Hein. Quand on recrute quelqu'un, un manager, il faut du courage, du cœur et de la compétence. La compétence, c'est plus facile à déceler. Le cœur, on en parle depuis longtemps. Le courage, c'est une notion qui, à mon avis, va devenir de plus en plus prépondérante et sur laquelle les gens ne sont pas toujours préparés. Merci. On a encore, je crois, 15 minutes à peu près. Donc, il me semble bien là maintenant de vous donner la parole parce que j'imagine que ça suscite pas mal de questions, de réactions. Monsieur, là-bas dans la salle, si on peut lui donner un micro. Et si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a un micro? Ou est-ce que j'interviens trop tôt pour la séance de questions? Un micro pour monsieur? Ah. Bien. Oui, je vois un micro qui se présente. Quelques micros même. Pour monsieur, s'il vous plaît. Merci, messieurs, dames, pour vos interventions. Je suis un vieux ancien qui a quitté le monde professionnel depuis une quinzaine d'années. À mon époque, on parlait de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Charge aux entreprises de préparer ce moment délicat, de faire évoluer les salariés qu'ils ont embauchés. Il y a deux gisements dans lesquels l'intelligence artificielle va nous sabrer un grand nombre de milliers d'emplois, c'est la banque et l'automobile. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Merci. François Omril, ça vous inspire? Oui, moi ça m'inspire. Ce que je peux dire, c'est que plus on en parle, moins on en fait. Voilà. L'impression que j'ai, moi j'ai 60 ans, hein, j'ai déjà connu beaucoup d'évolutions. Plus j'entends parler de GPEC, moins je vois que ça se fasse concrètement. Gestion des compétences, c'est ça? Voilà, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. J'ai connu des entreprises dans lesquelles ça se faisait réellement, concrètement.
Comme je le disais tout à l'heure, des entreprises dans lesquelles, effectivement, les salariés étaient accompagnés vers un processus. Il en existe encore aujourd'hui, mais tout ça a un coût, tout ça a un coût d'anticipation. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont structurées pour avoir un discours sur le sujet, mais pas beaucoup d'actes en conséquence. Et pour le coup, c'est un vrai problème, parce que c'est un problème, pour le coup, de compétitivité économique. On parlait tout à l'heure de l'expérience. L'expérience accumulée, c'est quelque chose qui génère de la compétitivité économique. Et moi, je suis assez inquiet pour les années à venir, parce que je crains effectivement que dans les circonstances actuelles, on va dire d'une certaine forme de désengagement qui nuit à l'accumulation de compétences et d'attachement à l'entreprise pour les personnes dans leur parcours de travail, justement, eh bien, fatalement, il va y avoir des pertes de compétitivité, parce que la compétitivité d'une entreprise, ce n'est pas seulement que son bilan financier. Bien entendu, le compte des résultats, ça compte, mais aussi c'est la capacité des salariés, à travers leur investissement, à travers leur contribution au projet de l'entreprise, à faire que l'entreprise continuera à se développer. Et là, on a un vrai sujet. Une réaction sur cette thématique, Maya? Oui, juste, oui. Un petit point pour compléter, effectivement, l'impact du numérique sur les emplois, ce n'est pas uniquement par secteur, même si je vous rejoins sur le fait que certains secteurs seront plus impactés que d'autres. On le sait, aujourd'hui, ça va impacter tous les métiers, et en particulier les tâches les plus routinières au sein de chaque métier. Donc c'est ça le point un peu difficile. Donc en réalité, au-delà de la prévision du niveau d'emploi et des compétences, la question c'est comment on transforme chacun des métiers, et c'est ça la transformation numérique, et c'est en ça qu'elle est extrêmement compliquée en réalité, et que c'est un vrai défi. Laurent Blanchard. Oui, je vais réagir en fait sur le sous-jacent de votre question, est-ce que le numérique est destructeur de job ou pas? Je pense que c'est un débat qui n'a plus tellement raison d'être, puisque le numérique est là comme un accélérateur très important de la transformation. En revanche, ce qu'il faut voir derrière, c'est le numérique. Qu'est-ce que fait le numérique? Vous avez parlé d'intelligence artificielle. Le numérique vient supprimer, automatiser des activités dites spécialisées. Les algorithmes, je suis un éditeur de logiciels, et on offre donc des solutions pour des experts comptables de façon à ce que la numérisation des factures se fasse de façon automatisée. Est-ce qu'on va détruire des jobs? Potentiellement, mais ce qu'on va surtout faire, c'est permettre à un grand nombre de personnes, de collaborateurs des experts comptables, de venir apporter un vrai service aux clients. Donc en fait, le numérique, pour moi, vient libérer le potentiel humain, vient automatiser ce qui est spécialisé et remettre l'humain au niveau du généraliste. Thierry Derez, sur cette question? J'entends bien la remarque précédente, mais peut-être, et ça rejoint, monsieur, je pense aussi votre question, c'est un facteur d'inégalité. C'est un facteur d'inégalité. Quand on dit le numérique va aider telle ou telle profession, les experts comptables, les médecins, peut-être les banquiers, peut-être les constructeurs automobiles, à avoir une frange où la valeur sera plus importante dans leur rapport à l'activité, bien sûr, mais les autres. Donc, moi, je crains qu'on se cache un petit peu la réalité du problème en disant le numérique, c'est formidable, ça change nos vies. Attention, tout à l'heure, madame, quand vous avez introduit cette discussion, vous avez évoqué brièvement l'importance de la classe moyenne. La classe moyenne, c'est vital pour la démocratie. Une démocratie qui n'a pas de classe moyenne a ses jours qui sont comptés. Et je ne suis pas certain que le numérique, avec ses différentes caractéristiques, favorise l'épanouissement, l'émergence, voire peut-être même le maintien d'une classe moyenne. Les enjeux ne sont pas simplement des enjeux économiques, de compte de résultats, ce sont des enjeux globaux pour la société. Un mot sur les automobiles. Je rappelle que pour faire un moteur thermique, il faut 3 ouvriers. Pour faire un moteur électrique, il faut 2 ouvriers. Je rappelle que pour réparer une voiture thermique qui a des centaines et des centaines de pièces, il faut beaucoup de spécialités et beaucoup de temps, et que pour réparer une voiture électrique, en général, on change la batterie. D'accord ? J'ai à peu près tout dit. Merci. Monsieur a le micro dans la salle, oui.
Bonjour, Arnaud Gangloff, Kea. J'ai une question. Vous avez tous évoqué l'idée de la modération par rapport au télétravail. On va même parler d'hybridation. Moi, ça me pose une question sur la vision que vous avez d'un vieux terme qui est l'organisation du travail. Parce que cette hybridation, elle s'organise. On voit bien les limites à l'organiser par le haut, en décrétant des jours de télétravail. D'ailleurs, avec des motivations que tu entends, on peut éventuellement discuter, en particulier en matière de gains de mètres carrés. Et je me pose la question de comment vous abordez par rapport à ce sentiment de dire attention, le télétravail, il a peut-être des forces, mais aussi beaucoup de limites. Et donc, il faut trouver cette hybridation ou cette forme hybridée et modérée. Comment vous appréhendez cet aspect-là dans les leviers qui sont les vôtres en tant que dirigeant, c'est-à-dire dans la manière même d'organiser le travail? Et j'ajoute une petite question, puisqu'il y a un pendant quand même important au télétravail, c'est pour ceux dont les emplois ne peuvent être réalisés en télétravail, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de fracture qui est en train de s'opérer? Alors, Alexandre Paty. Mais sur la question qui est effectivement, je pense, qui génère des nœuds au cerveau de beaucoup de dirigeants et de beaucoup de patrons, de beaucoup de comités de direction. Je peux vous dire que le choix qu'on a fait chez nous, chez Malte, moyenne d'âge, on a 500 salariés, moyenne d'âge 30 ans, donc en plein confronté au sujet d'avoir de la forte pression pour avoir beaucoup de télétravail. On arrive à gérer le sujet en étant sur une forme de ligne de crête, d'un côté en donnant des guidelines, c'est-à-dire qu'on n'impose rien, mais on dit c'est bien d'être 3 jours par semaine au siège et 2 jours par semaine en télétravail. Ce qui fait que suivant les équipes, la réalité elle est très différente, c'est-à-dire si vous êtes développeur, la valeur ajoutée que vous avez à venir au siège, elle peut être beaucoup plus réduite. Donc si le développeur il est performant, il a envie de rester 100% de son temps de travail, il peut le faire, particulièrement le manager est d'accord. Et pour autant, comment est-ce qu'on arrive à s'assurer qu'il y a 3 jours par semaine en physique? C'est les sujets de culture d'entreprise et les sujets d'exemplarité managériale. C'est-à-dire que nous, au niveau du comité de direction, on est tous des strong believers que la présence physique est importante. Donc on a une exemplarité managériale qui est claire et qui est forte. Et ça, je pense que c'est clé, parce que quand vous embauchez quelqu'un qui a 23 ans, 24 ans, 25 ans, d'ailleurs souvent ceux-là, ils veulent en venir au siège parce que justement ils ont envie d'être formés en regardant et en observant ses collègues. Ceux qui sont les plus sensibles au full télétravail, c'est souvent les gens qui ont 4, 5, 6, 7 ans d'expérience, qui pensent qu'ils sont déjà experts dans leur métier et qui ne voient pas toujours la valeur de revenir au siège. Et donc cette exemplarité managériale, elle est forte, parce qu'à partir du moment où vous avez un top manager qui, à chaque fois qu'il fait une réunion, il est au bord de l'eau à l'île de Ré, effectivement, c'est compliqué d'assumer d'ailleurs une politique à l'ensemble de l'entreprise. Donc ma réponse à la question, et elle est très compliquée, encore une fois, c'est de ne pas aller avec des règles, parce qu'on sait que la nouvelle génération, ce qu'elle n'aime pas, c'est les règles. Donc moi, quand je suis arrivé chez Malte, j'avais tenté d'arriver avec mon background un peu traditionnel en disant on va imposer 3 jours, 2 jours. On s'est heurté un peu à un mur et on a fini sur cette solution qui finalement fonctionne très bien, parce que là, notre siège, qui est rue Saint-Denis à Paris, hier, il était plein. Donc en fait, il faut que ce soit un nudge et que ce soit suggéré, et les gens sont très heureux de revenir au travail, et c'est compliqué si ça devient quelque chose qui est une contrainte. Thierry Dorès, sur cette question, vous partagez cette idée qu'il faut plutôt en grande partie, suggérer qu'imposer? En grande partie, avec cette nuance que nous sommes une boîte de moyenne d'âge plus ancienne. Hein. L'âge moyen chez nous, c'est 43 ans. Donc, on a peut-être moins d'acuité dans le sujet que vous rencontrez, quoique. Et après tout, c'est un message d'espoir. Les générations peuvent se rencontrer, parce que nous aussi, sur les salariés qui sont éligibles au télétravail, hein, il faut toujours penser qu'une partie du personnel ne peut pas télétravailler. Chez nous, c'est à peu près en vitesse de croisière. On considère que c'est seulement un quart du personnel qui peut être assez régulièrement, sans difficulté de production, en télétravail. Bon. Et donc, on est arrivé, nous aussi, à cet équilibre pour les personnes qui peuvent télétravailler à 3 jours sur site, 2 jours en télétravail. Avec une petite nuance, mais c'est sans doute lié à la moyenne d'âge de nos salariés, c'est qu'on a découragé le télétravail le lundi et le télétravail le vendredi. J'ai toujours pas compris pourquoi, et je vous promets, en rentrant, je demanderai à ma DRH de m'expliquer pourquoi ces 2 jours-là ont été plutôt écartés par la direction qu'encouragés. N'est-ce pas, c'est étrange. Hein. Étrange. Moi, je voudrais faire, pour répondre à ta question, Arnaud, 2 choses. D'abord, je pense qu'on est qu'au tout début de l'impact véritablement du télétravail sur l'organisation du travail. Donc ça, on va voir. Nous, on a imposé 2 jours de télétravail, on a suggéré 2 jours de télétravail par semaine. En revanche, il y a des règles qu'on a du mal à appliquer. C'est
lorsque vous êtes au bureau, arrêtez de faire des Teams ou des Zooms dans des salles différentes et revenir à des rituels, à des vrais rituels. La fameuse machine à café, ces contacts-là, ça c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est d'accompagner nos managers dans changer la façon dont ils managent. Ils ne managent plus l'activité, mais ils managent sur le résultat. Et ça, on peut le faire à distance. François Omril, vous voulez réagir sur le télétravail? Non, j'ai rien à rajouter, mais ça a été parfaitement décrit. Je suis tout à fait d'accord. Mais il me revient une anecdote sur l'automatisation. J'en ai pour 30 secondes. Après-guerre, aux États-Unis, dans la grande entreprise AT&T, entreprise de télécommunications, il y a eu une des plus grandes grèves du XXe siècle aux États-Unis au moment de l'automatisation des centraux téléphoniques. Vous savez, avant, les gens, ils étaient là, il y avait des opératrices, des opérateurs qui faisaient ça et ça a été automatisé. Il y a eu une des plus grandes grèves aux États-Unis au XXe siècle. Et au tout début des années 2000, un universitaire aux États-Unis a calculé le nombre de personnes qu'il faudrait pour traiter les flux de télécom de l'année 2000 avec les moyens des années 50. Et il a calculé qu'il faudrait 2 fois la population des États-Unis. Malheureusement, je vois des mains se lever, mais on n'a plus le temps pour les questions. Maya Bakache-Beauvalet, vous voulez peut-être dire un mot de conclusion? Rapidement, un mot de conclusion. Déjà, merci pour ces échanges. Ils ont été francs et je crois riches. Moi, je vais retenir quelques points, un peu de leçons de politique, en fait, ou quelques pistes pour les politiques, parce que j'ai entendu la fin du salariat. Si jamais c'était la fin du salariat, comment, en réalité, on ne revient pas à la situation du journalier du 19e siècle? C'est-à-dire comment on ne revient pas à quelqu'un qui n'est pas inséré, qui n'a pas de droit, qui n'a pas de dialogue social et qui est un peu dans l'anomie, dirait un sociologue. Et vous savez qu'aujourd'hui, la France a mené des réflexions sur ce nouveau statut potentiellement. Est-ce que les travailleurs des plateformes sont des salariés? Non. Est-ce qu'on crée un nouveau statut spécifique? Non. Et aujourd'hui, la France s'est embarquée dans un chemin un peu spécifique en Europe de création de droits de certains travailleurs de plateforme. Les dernières élections ont lieu pour les chauffeurs VTC et les plateformes de livraison. Je passe. Ça, c'est un premier point. Donc, fin du salariat, oui. Retour au journalier, non. Personne ne voudra ça. Donc, la question, c'est comment on transforme les droits. Deuxième point qui me semble important aussi, c'est finalement pourquoi c'est la fin du salariat. Pour le redire autrement, en économie, on oppose souvent la firme au marché. On se dit on va plutôt s'organiser dans une entreprise ou dans une firme plutôt que dans un libre marché pour plein de raisons. La première, on l'a évoqué, la culture d'entreprise, c'est-à-dire faire l'identité. Du coup, quid de l'identité? Si on n'a plus l'identité du travail, comment se fait l'identité politique dans les communautés, etc. Et dernier point, j'en ai fini, l'école dans tout ça, c'est-à-dire on forme quoi, comment? Si on ne forme plus pour le marché du travail et pour le salariat, comment on forme pour rendre heureux les gens? Pour en revenir et finir avec Aristote, heureux c'est l'accomplissement par la formation peut-être. Merci beaucoup, merci pour cette belle conclusion qui laisse encore des questions ouvertes. Merci à tous.